Je suis Jean-Charles Corvi-Gomez, je suis originaire du Bénin et je m'intéresse beaucoup à la Renaissance africaine et plus précisément à l'éveil des consciences, notamment la conscience des jeunes générations, parce que je pense qu'elles sont investies d'une mission historique au sens où Frantz Fanon nous disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Effectivement, il y a 31 ans, jour pour jour, le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons d'infortune faisaient l'objet d'un assassinat collectif par un commando d'assaillants. Donc, c'était donc le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, dans l'enceinte même du siège du Conseil de l'Entente. Il y a eu une vague d'émotions rarement vue en Afrique. Je me souviens en particulier de ces femmes qui, au marché de Yaoundé, étaient prises d'une hystérie collective et fondaient en larmes, littéralement. Et la jeunesse d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, qui effectivement entrait littéralement en transe. Et tout le monde était triste. Au Nicaragua, à la Grenade, aux États-Unis surtout, où on se souvenait de ce capitaine africain intègre qui s'adressait à la communauté noire américaine à Harlem. Je pense que pour nous, la disparition du président capitaine Thomas Sankara est une perte immense dont l'Afrique, jusqu'ici, ne s'est pas relevée. Et je voudrais dire d'ailleurs que j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est vrai un peu rapidement, et c'était le 2 mars 1986 à Ouagadougou, donc un an avant son assassinat, et nous avions parlé effectivement des étudiants africains et de la nécessité pour les Africains de rentrer au Burkina Faso, qu'il a présenté comme le sanctuaire de la libération et de l'unité de l'Afrique. Et ça m'avait beaucoup frappé, et un compatriote à moi, à savoir Stanislas Spero Adotevi, qui a écrit l'ouvrage célèbre Négritude et Négrologue, n'est-ce pas? Il s'était mis spontanément au service de Thomas Sankara et de la révolution burkinabé. Et beaucoup de Maliens, beaucoup de Ghanéens travaillaient avec lui. Et c'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage au capitaine Jerry Rawlings, qui était son grand ami. Il est inconsolable, même jusqu'au moment où nous vous parlons. Et la preuve, c'est que récemment, il y a un an, il a inauguré à Ouagadougou le mausolée Thomas Sankara. Et nous avons les images et je reste pétrifié, ému par cette amitié qui a duré par-delà même la mort. Je pense que toute l'Afrique noire est en deuil aujourd'hui, 31 ans, plus de 3 décennies après, et il ne me semble pas qu'un homme d'État africain ait suscité autant de passion, autant d'amour et autant d'empathie que le capitaine Thomas Sankara. Et Thomas Sankara était d'abord, comme vous le savez, issu du peuple. C'est le fils du peuple. Et ses parents avaient, pour ainsi dire, adopté son frère d'armes, mais aussi son frère de sang, Blaise Compaoré. Hein? Et ils étaient inséparables. Et quand il est revenu de l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, et qu'il a fait aussi un petit séjour au Cameroun, il s'est rendu que ces deux peuples-là étaient des peuples martyrs. Le peuple malgache en particulier, qui a subi une saignée de 90 000 morts, simplement parce que ces députés, notamment Razeta, Ravoangui, Rabemanandiara, avaient réclamé la possibilité pour Madagascar d'évoluer vers l'indépendance. Il s'en est donc suivi un massacre dont on n'a pas idée et qui a beaucoup ému le jeune Thomas Sankara. Il arrive au Cameroun, il se rend compte aussi que le peuple camerounais a subi un massacre en règle, n'est-ce pas? On bombardait au napalm les villages en pays Bamileke et Oumniobé a été assassiné.
n'est-ce pas? Pour avoir réclamé lui aussi l'indépendance de son pays. Donc Thomas Sankara, très tôt, a été un homme d'engagement, un homme de devoir. Et quand il arrive dans son pays, enfin, il est immédiatement, naturellement, intégré dans un groupe qu'on appelle l'Union des officiers communistes. Bon, ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui, mais il en était un des animateurs les plus prolifiques. Au demeurant, et on s'est rendu compte immédiatement de cette dimension fusionnelle entre Thomas Sankara et le peuple burkinabé, qui s'appelait à l'époque le peuple voltaïque. Et donc, c'est dans ce contexte que le gouvernement de Saïd Zerbo, qui a renversé Sangoulé Lamizana, l'a intégré comme ministre. Et plus tard, après le renversement de Saïd Zerbo, eh ben, le commandant médecin Ouedraogo l'a nommé Premier ministre. Et c'est à partir de ce moment-là que Thomas Sankara a commencé à galvaniser les foules, à électriser les populations africaines, littéralement. Et on s'est rendu compte que Thomas Sankara n'était pas seulement le président du Burkina Faso quand il a été libéré par son frère d'armes, parce qu'il a été arrêté justement suite à l'intrusion de Guy Penn là-bas, à Ouagadougou, qui a dit qu'il faut neutraliser ce jeune capitaine, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, on l'a arrêté. Et ce sont ses frères d'armes qui sont venus de la garnison de Pau pour venir le libérer. À leur tête, il y avait Blaise Compaoré. Donc, vous voyez, c'est une tragédie quasi shakespearienne, à l'africaine, qui s'est jouée à Ouagadougou. Et Thomas Sankara, lorsqu'il a pris le pouvoir, a commencé directement à s'intéresser aux paysans, les paysans pauvres, et qui étaient victimes de cette féodalité, n'est-ce pas? Ça a entraîné entre lui et l'empereur de Mossi pas mal d'inimitiés d'ailleurs, qu'il assumait allègrement. Et il s'est intéressé aussi à tous les peuples opprimés du monde, notamment le peuple du Nicaragua. Il a reçu les dirigeants du Nicaragua à Ouagadougou. Il s'est intéressé à la Grenade, notamment cette petite île, qui était dirigée par un progressiste nommé Maurice Bishop. Il s'est intéressé aux Kanaks, puisque dans l'enceinte même de l'ONU, il a voté une résolution pour l'indépendance du peuple kanak, alors même que tous les autres pays africains du précaré français défendaient la position du colon français. Vous voyez? Donc tout cela lui a valu beaucoup d'inimitié. Et je pense que ses relations, notamment avec le président Houphouët-Boigny, étaient vraiment des relations extrêmement exécrables. Hein? Le capitaine Sankara, à cette époque d'ailleurs, disait que certaines générations de dirigeants africains oublient que l'heure n'est plus au temps où on était parlementaire français, où on défendait la France. Il s'agit aujourd'hui de défendre la souveraineté des peuples africains dans le cadre de l'unité africaine. Et Thomas Sankara a libéré tous les prisonniers que les Burkinabés avaient fait. Et je me souviens de cette phrase célèbre. Il a dit, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de mettre dans nos geôles nos propres frères maliens. Vous voyez? Donc je pense que c'était un homme qui avait un sens aigu de l'unité de l'Afrique. Il vivait cette unité avec passion. Je prendrai deux autres événements, notamment son fameux discours à l'OUA, où il a dit à tous les autres chefs d'État africains que dans la mesure où nous ne connaissons même pas le montant des dettes et que nous en payons les intérêts sans connaître le montant, collectivement, il fallait demander des comptes à ceux qui sont effectivement nos créanciers. Et si les comptes n'étaient pas soldés, ben, il faut collectivement refuser de payer la dette. Parce que tout le monde sait, toute hypocrisie mise à part, qu'on n'a pas les moyens de payer cette dette. Mais il a dit, si je suis le seul à réclamer, demain je ne serai plus parmi vous. Et on se souvient également d'une interpellation des dirigeants africains au sujet de la situation de Nelson Mandela et des autres prisonniers de l'apartheid. Et il a demandé à ce que l'Afrique organise un groupe d'autodéfense militaire pour aller défendre les pays de la ligne de front
Et il a dit que le Burkina Faso était à l'avant-garde. Mais je crois que l'erreur stratégique qu'il a commise, mais c'est une erreur de jeunesse, c'était d'avoir interpellé le président Mitterrand devant les caméras en lui disant que cette France si belle ne pouvait pas être foulée, le sol ne peut pas être foulé compte tenu des sacrifices consentis par les Africains pour la libération de la France, par Peter Botha, hein, et tous les tenants de l'apartheid et du racisme, hein, et que ça souillait le sol de la France, et que c'était quelque part une hypocrisie que de dire qu'on est amis des Africains, alors même qu'on reçoit les bourreaux du peuple sud-africain. Et cela a été très très mal pris au niveau de la cellule africaine de l'Élysée. Je pense même, dans une certaine mesure, que la réplique du président Mitterrand à l'interpellation de Thomas Sankara signait même son arrêt de mort. Puisque le président, autant que je me souvienne, François Mitterrand, a dit « il y a des limites et vous les avez franchies ». C'est vrai que vous êtes, cette belle jeunesse, elle est tranchante, vous êtes très tranchant, mais vous tranchez trop aussi. Hein? Et il y a des limites que vous avez franchies, etc. Quand on dit qu'il y a des limites, c'est une ligne rouge qui a été franchie. Thomas Sankara était un héros, et je dirais même un mythe. C'était un héros dans la mesure où Thomas Sankara disait ce que tous les Africains pensaient, mais qu'ils n'osaient pas dire. Hein? Parce que les rapports de force sont ainsi faits que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui détient une force militaire supérieure, vous avez tendance à biaiser. Vous avez tendance à aller dans son sens. C'est ce que le philosophe Paul Rontondi a appelé ce malentendu doublement entendu, n'est-ce pas, entre la victime et son bourreau. C'est un malentendu doublement entendu parce que la victime sait très bien que son bourreau ne veut pas qu'elle exprime sa douleur, et le bourreau sait très bien que lorsque la victime exprime son amour, n'est-ce pas, c'est simplement une façon de le flatter. Donc, ce que nous devons savoir, c'est qu'en tuant Thomas Sankara, ils ont cru qu'ils allaient tuer l'espoir. Mais on ne tue pas l'espoir, parce que le héros est devenu un mythe. Et ce mythe-là, c'est ce mythe que, aujourd'hui, toute la jeunesse consciente panafricaine vénère. Vous savez bien qu'au Burkina Faso, il y a le ballet citoyen, donc dirigé par le frère de combat Serge Bambara, c'est-à-dire Smoké, hein, pour ceux qui connaissent son nom. Oui, bon, voilà. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a au Sénégal, il y en a marre. Hein, vous savez bien qu'il y a aussi Finembi en RDC. Hein, au Togo, il y a les jeunes de ballet citoyen aussi, hein, qui sont actuellement avec l'opposant Achadam. Hein. Au Bénin, n'en parlons pas. Ce sont les jeunes du Front du Refus qui n'ont pas voulu que le Bénin soit recolonisé. Hein. Donc, ils ont dit tout sauf Zinsou, tout sauf Lionel Zinsou. Et effectivement, Lionel Zinsou n'est pas passé malgré des moyens considérables qui lui avaient été octroyés. Donc, je pense que la lame de fond de la jeunesse panafricaine est en train de fusionner, et que le président Sankara, en fait, c'est le parrain de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse, nous l'appelons la génération Sankara. La génération Sankara. Et la génération Sankara est orpheline, certes, mais en tuant Thomas Sankara, on a du même coup hein, fait des millions de Thomas Sankara. Il y a aujourd'hui des millions de Thomas Sankara partout en Afrique et partout dans la diaspora, chez les afro-descendants, n'est-ce pas? Donc, je crois que Thomas Sankara n'est pas mort. Thomas Sankara s'est réincarné hein, en tous ces jeunes Africains qui rêvent de créer les États-Unis d'Afrique. United States of Africa, c'est aujourd'hui notre bannière, c'est aujourd'hui notre devise, et notre vœu ardent est que les dirigeants africains le comprennent enfin. Certains l'ont compris, comme le président du Ghana, Nana Addo, ou d'autres,
mais malheureusement, il y a encore trop de dirigeants qui hypothèquent l'avenir de leur peuple. Et je pense qu'en citant Thomas Sankara, on ne fait qu'une œuvre de justice.